Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Un autre invité dans cette émission pour parler une fois encore de politique, surtout d'actualité, des sujets brûlants du moment. L'invité du jour, il s'agit de M. Chérif Ba. Il est vice-président de l'UFDG, chargé des affaires extérieures et communication, pour une première évidemment dans cette émission Café Débat. Monsieur Ba, bienvenue dans cette émission. Merci. Merci surtout de la disponibilité. Donc je rappelle qu'on va parler d'actualité politique, mais aussi un peu d'économie, puisque vous êtes, il faut le rappeler, ancien gouverneur de la Banque centrale. Et donc vous allez faire votre lecture de comment l'économie se porte aujourd'hui, la gouvernance économique, est-ce qu'elle est saine, ainsi de suite. Mais avant, en tant que vice-président de l'UFDG, voudriez-vous bien nous parler de l'état de santé de ce parti aujourd'hui? Parce que selon l'adversaire politique, ou sinon les adversaires politiques, on se dit que l'UFDG est un parti qui se vide peu à peu de son contenu, qui fait fuir les militants et qui donc ne tient pas sur le terrain. Alors quel est l'état de santé de votre parti aujourd'hui? L'UFDG est en très bonne santé et c'est le plus grand parti politique en Guinée aujourd'hui. J'en veux pour preuve les élections locales communautaires récentes. C'est justement à cause de cette grande percée que le parti a démontré par les chiffres des conseils élus, ce qui a effrayé le régime, le PG arc-en-ciel, pour bloquer toute cette affaire d'insertion de conseils communaux. Sinon, comment peut-on comprendre que depuis 9 mois, nous n'arrivons pas à terminer? Il y a encore aujourd'hui 21 conseils communaux, ruraux et urbains non installés, dont 10 en Haute-Guinée, la région de Kankan. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, il n'y a même pas eu un arrêté du ministre pour dire je déclare admis dans les circonscriptions X les candidats suivants? Un arrêté qui confirme les résultats des élections communales. On arrivera tout à l'heure à ce Donc, le parti est très grand. Je donne deux exemples pour le montrer que le parti est très grand. Je prends la sous-préfecture du nord-ouest de la Guinée, la frontière de Guinée-Bissau, sans Salé. L'FDG contrôle le conseil communal à 100%. Je prends l'autre également, l'extrême sud-est, à Tunkarata, à Lola. L'FDG à Tunkarata, à la commune rurale. C'est un parti transnational qui est installé partout parce que les Guinéens partagent les valeurs de ce parti. Et les Guinéens comprennent aujourd'hui que c'est la seule chance d'alternance pour eux en 2020. Ils veulent changer. Bien. Alors, l'UFDG, c'est aussi les différends qui existent entre lui et certains de ses anciens cadres ou anciens militants. Alors, le cas de Bahouri est d'une actualité encore fraîche puisqu'il a fait une sortie très récente à l'occasion de laquelle Bahouri, que vous remplacez désormais au parti, dit qu'il a trop attendu le verdict du tribunal sur son différend entre l'établissement de votre parti et lui. Et puisque le verdict ne sort pas, il décide désormais, en tout cas au-delà de 2018, d'aller se plaindre devant les cours de justice de la CEDEAO. Ça veut dire que jusque-là, il y a des problèmes entre vous. Quelle est votre réaction à ce niveau-là? Il n'y a pas de problème entre Bahouri et l'UFDG. C'est tranché, terminé depuis longtemps. Et je répète encore ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas à une cour de justice ou à un tribunal de prendre un arrêt et imposer un dirigeant à des militants. Un dirigeant politique, c'est les populaires, c'est les militants qui les éliminent. C'est les militants qui, à la base, qui font la force d'un parti et d'un dirigeant de parti. C'est eux qui élisent, c'est eux qui font les congrès, au niveau des comités de base, des sections du parti, des fédérations et des sections, et au niveau national. C'est eux qui décident. Ils ont décidé d'exclure ces messieurs depuis longtemps du parti parce que il est en conflit idéologique quelque part. Oui, mais la procédure, la démarche d'exclusion est discutable. Donc, si c'est le cas, la personne exclue est à même de porter plainte devant l'administration ou devant la loi. C'est ce qu'il est en train de faire. Nous ne sommes vous voulez dire que vous allez ignorer tout verdict qui sortirait de cette affaire? Je ne sais pas quel verdict va sortir de ces choses, de ce débat. Parce qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous aussi, vous avez porté plainte contre lui, hein, pour... Mais alors, voyez-vous, je sais pas... Dans tous les cas, vous savez, à la justice, ça peut prendre des années, c'est des choses qui sont pas faciles à saisir. Mais j'affirme que ce n'est pas une cour guinéenne, une cour CEDEAO internationale qui peut imposer un parti. Notre frère Bahouri
dans un différent idéologique avec le parti. Avec le parti. Ce n'est pas seulement une question de tactique. Si c'est cela, on peut résoudre. Mais quand c'est idéologique, le principe de base, le parti a jugé, pensé qu'il ne veut pas travailler à la santé du parti. Il a été exclu. Alors, démocratiquement exclu. Et l'UFDG, par une élection. L'UFDG est-il ce parti qui, je sais pas, qui affiche l'image d'un parti qui ne pardonne pas, qui ne tolère pas, qui ne laisse plus de seconde chance aux siens, même s'il y a eu des différends. C'est-à-dire que dans d'autres entités politiques, on peut voir des gens partir et revenir. Mais est-ce que c'est le cas à l'UFDG? On a l'impression qu'à l'UFDG, quand vous partez, vous ne revenez plus. Quand vous partez, on n'a plus envie de parler de vous. Non, l'UFDG est un parti républicain qui a des principes, qui a une charte de valeurs, qui a des règles réglementaires efficaces et sévères. Donc l'UFDG applique ces principes à ses cadres et à ses membres. Il y a eu des gens qui ont été exclus et qui sont revenus. Il y en a au moins deux. On peut donc compter au bout du doigt. Pour un parti démocratique, je veux dire... Je ne parle pas de militants, je parle de cadres, de haut niveau du parti. Okay. Dirigeants à un certain niveau, n'est-ce pas? Donc on peut comprendre bien que si quelqu'un fait amende honorable pour dire que je reconnais que j'ai fait des fautes, je m'amende, je viens travailler sur la base principe du parti, eh bien, le parti examine, en discute, et voit les arguments et l'accepte. Il y a eu des cas. Maintenant, ceux qui viennent chez nous pour se faire de la valeur, user de nous comme un fonds de commerce et aller se vendre après, ça on ne peut rien faire pour ça. On peut rien faire pour ça. Quand les gens viennent et quittent, tout le monde sait qui ils sont en ce moment-là. Et le cas Bahouri, vous pensez que si jamais il peut revenir, reconnaître des torts que vous lui avez reprochés, il peut peut-être réintégrer le parti politique qui est l'UFDG? Pourquoi pas? J'ai donné des exemples d'autres personnes qui ont reconnu leurs fautes par écrit et qui ont demandé pardon aux militants pour avoir fait du tort et retarder le processus démocratique dans le parti. Ils se plient aux règles, ils affirment cela, ils le signent, le parti examine. Bien. Ah, c'est sûr. Alors, on va donc évoluer et cette fois-ci parler d'actualité. Et la plus brûlante, c'est cette décision du gouvernement, sous réquisition du Conseil de sécurité de la ville, à travers le gouverneur de la ville de Conakry, de mettre en opérationnalisation une patrouille mixte et mobile, et à côté de cela, procéder à la fixation des points d'appui, que d'autres appellent aussi des points armés, en tout cas des PA. La réaction venant de vous, de l'UFDG, mais aussi de l'opposition dans cette affaire, puisque l'autorité pense qu'il y a eu un appel des citoyens leur demandant de venir assurer leur sécurité et leurs biens dans cette atmosphère de montée galopante de l'insécurité, mais aussi de la violence un peu partout. Quelle est votre réaction à cette décision? Je dois vous dire que c'est extrêmement grave et surprenant, parce qu'en fait, depuis longtemps, nous sommes dans l'illégalité. Autrement, dans tous les pays du monde, le maintien d'ordre dans la ville est réservé à la police. La police a différents corps. La police seulement ou la police et la gendarmerie? La police seulement. Parce que d'autres disent la police et la gendarmerie. Non, ils ne comprennent pas ce qui se passe. La police seulement. Maintenant, si ça atteint un certain degré de complexité, la gendarmerie intervient. Si la gendarmerie intervient en rase campagne et appuie l'armée dans des cas de besoin. L'armée régulière. C'est ça la règle de base, un peu démocratique. Alors, ce que nous avons vu là devient extrêmement sérieux parce que le militaire n'est pas formé pour le maintien d'ordre. Le militaire est formé pour se battre contre un ennemi, pour le tuer, notamment en protégeant l'intégrité du pays. Nous ne pensons pas que Conakry soit menacé dans son intégrité. Et le fait que ces différents pays s'est installé globalement sur l'acte de la démocratie, notre démocratie on l'appelle, ça donne le sentiment qu'on veut oppresser l'opposition. On veut oppresser l'opposition. L'empêcher de se mouvoir. Parce que l'opposition, tout le monde comprend maintenant que les manifestations restent la seule solution avec un régime autiste qui n'entend pas les revendications des gens. Donc si on veut faire cela, ça devient sérieux. Et nous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais il faut espérer. Notre armée républicaine ne va pas jouer le jeu et appliquer des ordres illégaux. N'est-ce pas? Notre armée, nous pensons que la républicaine, elle doit pouvoir jouer le jeu de la démocratie et protéger les citoyens.
Donc vous pensez, quel est l'aspect ou l'insuffisance que vous remarquez dans cette mesure? Ou est-ce que c'est la totalité de la mesure que vous désapprouvez? Ou comme certains le disent, le fait qu'on a intégré l'armée dans le dispositif que vous dénoncez, ou tout le dispositif, ou d'ailleurs même la décision en elle-même? En principe, et l'armée et la gendarmerie doivent être en dehors de ce manifeste populaire. On laisse le travail à la police, formée, éduquée, qui elle aussi doit cesser les violences exactions. Si vous voyez qu'on est allé à plus de 100 morts, non pas de violence aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas eu enquête. Jusqu'à maintenant, montrez-moi un seul policier, un seul gendarme qui a tiré à balles réelles sur des citoyens et qui a été jugé. Personne. Dans quel pays on est? Bien. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sentiment de sécurité est subsiste dans la population. Alors, ce qui fait aujourd'hui qu'ils n'ont pas confiance. Et surtout maintenant, si on va renforcer par des militaires qui, eux, viennent pour leur combat, alors on combat qui alors? Donc quand vous dites que c'est un élan d'oppression de l'opposition, en même temps, les autorités, à travers leur porte-parole là, disent que ces dispositifs ne seront pas concentrés que sur une zone fût-elle fidèle à l'opposition, mais partout où le besoin sera de restaurer l'ordre. Et donc, ils pensent que c'est une patrouille qui va se déployer sur l'ensemble de la capitale. D'ailleurs, le porte-parole du ministère a cité la forêt de Anta la dernière fois et a même parlé de quelques parties de l'autoroute ici. Donc, ce n'est pas seulement Bambeto, Koza et consorts. Donc, est-ce que là, vous croyez à cette garantie? Ou je ne crois pas cela. Si ceci était juste, pourquoi on n'a pas fait de patrouille mobile? C'est-à-dire dans les villes, dans toutes les villes ça existe, n'est-ce pas? Une patrouille qui circule dans les quartiers toute la nuit pour empêcher les bandits d'attaquer les citoyens. Aujourd'hui, les bandits attaquent les citoyens dans leur domicile. C'est ça qu'il faut éviter. Nous, nos militants ne sont pas des bandits. Les militants, c'est des militants aguerris, combatifs. Donc vous pensez que la mesure, c'est contre vos militants ou c'est tout simplement... Si on voit que tous les pays sont installés sur la zone où nos militants sont nombreux, il faut reconnaître. Cette zone est le fief de l'opposition républicaine. Donc, nous voyons cette mesure-là, une mesure de cantonnement. Une mesure de cantonnement. Alors, on fera un test bientôt. Mais déjà, je sens que le test va échouer. Parce que demain, on va faire une marche. C'est un point qu'on a indiqué pour porter appui à Manindra et à ses citoyens. Bien. Et c'est là on avait prévu une sensibilisation préalable. Et de nos militants, et des FDS. En disant que, oui, ils sont venus, c'est des républicains, oui, nous sommes des militants, nous allons revendiquer demain, mais nous sommes dans la discipline. On me dit que le minibus qui transportait les gens qui parlaient de cela a été stoppé, les gens arrêtés. Alors, le test déjà commence à échouer, on dirait. Donc, nous ne voulons pas que ces éléments soient des forces de frappe du gouvernement sur l'opposition. Alors, les raisons qui ont amené l'autorité à prendre cette décision, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont constaté une montée en flèche du banditisme, de la violence et certains cas illustratifs de tous les côtés, c'est-à-dire des militants qui sont tombés récemment sous des coups de balles réels, que l'autorité dit forcément être des gens infiltrés, qui ont des armes, et que vous vous dites non, ce sont des forces de sécurité. Toujours est-il que des citoyens en marge des manifestations politiques tombent sous coups de balles réels. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même certaines forces de sécurité, ceux qui symbolisent l'armée et la police, qui sont tombés. Il y a un qui a été tué du côté de Wanindara, et la dernière fois, il y a un béret rouge qui a été sévèrement tabassé à Bambeto. Et à côté de tout ça aussi, il y a des simples citoyens qui passent à certains endroits, qui sont tout simplement victimes de vandalisme, d'attaque. Et donc, est-ce que vous faites quand même ce constat-là, au même moment, avec l'autorité, et donc qui a pris ce constat pour motif de cette décision, pour raison de cette décision? Nous ne sommes pas le gouvernement, ni une autorité. Le gouvernement a pour rôle de sécuriser nos biens, nos vies et nos biens. C'est le premier devoir du gouvernement dans un pays. Si depuis 2011, avril 2011, Zakaria Diallo qui a été tué par balle, si ce cas avait été élucidé honnêtement et clairement, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas à 103 morts. Donc ce qui arrive, c'est la faute du régime RPG-Cassiel de mettre la Guinée dans une crise insupportable jusqu'à militariser une partie du pays. C'est inacceptable. Bien. Je rappelle que le cas de Zakaria, il y a une plainte en difforme qui a été déposée. Elle a été même considérée comme irrecevable. Donc l'intention de ce régime était là de nuire aux opposants.
Et jusqu'à maintenant, ça continue. Donc ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence de tout cela. On a vu les femmes. Les femmes disent, nous sommes celles qui donnent la vie. Dieu nous donne le pouvoir de donner la vie. Nous voyons des enfants mourir, des jeunes mourir, ce sont nos enfants, de manière atroce. Nous vous demandons d'arrêter et d'enquêter qui a tué nos enfants, qui a fait ceci et cela pour les juger. Aucun résultat, jusqu'à présent. Nous sommes dans un régime extrêmement dangereux. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est sa faute. Et nous ne sommes pas d'accord qu'on militarise une partie de la Guinée. Non, ce qui arrive aux citoyens, ce qui arrive même à certains représentants des forces de sécurité, l'État est devant, je veux dire, est au départ et à la fin, de tout ça. Elle est au début, au milieu et à la fin de tout cela. C'est lui qui peut mettre face en appliquant la loi honnêtement, de manière non exclusive ou de manière non discriminatoire. On ne peut pas refuser, par exemple, de rendre visite à une seule famille victime depuis 2011 et mettre en exergue la mort d'un agent de police, que tout le pays en parle, avec des honneurs que nous avons vus. Donc une vie égale une vie. Une vie égale une vie. Alors que nous, à 2 ou 3 reprises, notre président Dana Diallo a rendu visite à des familles d'agents de sécurité qui sont tombés. J'ai au moins 2 ou 3 cas que je connais. Vous attendez d'Alpha Condé qu'il fasse autant, rendre visite aux familles des citoyens qui sont tombés en marge des manifestations dans le pays. Et rendre justice. Et rendre justice en plus. Que ces gens-là sachent qu'ils ont quelqu'un qu'on peut appeler père de la nation avec eux. Mais je veux dire, ils ne sentent pas. Ils se sentent abandonnés. Et ce qui se passe, ce qui est en train de se faire, si cela continue comme ça, ça deviendra plus grave. Bien. Cette mesure, donc, vous la désapprouvez et vous sentez de l'oppression là-dedans. Et en même temps, puisque le déploiement n'a commencé qu'il y a 2 jours, chacun est donc amené à observer comment ça va se passer. Ce qui nous amène... Et j'ai dit, il y a un test. Il y a un test demain. Demain. Et c'est pour cela que j'ouvre cette parenthèse dans votre marche. Et donc, vous maintenez la pression de la rue, malgré tout ce qui se passe. Et donc, vous allez, au compte de cette semaine encore, marcher. Aujourd'hui, par exemple, c'était la ville morte. D'abord, la première question que je vous pose... quelle est l'observation que vous avez faite de la ville morte d'aujourd'hui? J'ai parcouru plusieurs kilomètres avant de venir ici. J'ai vu beaucoup de boutiques fermées. Beaucoup de citoyens comprennent qu'ils doivent appuyer ces revendications de l'opposition pour un État démocratique en Guinée, pour que la loi soit appliquée, pour qu'on soit mieux géré, pour qu'il y ait une meilleure gouvernance dans ce pays. Donc, nous demandons aux taxis-motards, aux taximètres, aux boutiquiers, aux tabliers, aux magasiniers de fermer pour une journée dans la semaine pour tester contre la gouvernance dans ce pays. Et c'est suivi. J'ai vu que dans la journée que j'ai passée, au moins 80% des boutiques sont fermées. On a eu du mal à acheter quelque chose, un produit. Donc voyez-vous, nous mettons la marche demain. Et si les gens sont venus pour sécuriser, nous demandons que demain, ils sécurisent notre marche et qu'ils évitent ceux qui tuent avant de tuer. Si demain, ils le font, le test aura été réussi. Bien. Mais je crains, ce que j'ai entendu tout à l'heure dire au propos du minibus qui fait la propagande pour sensibilisation, je crains. Donc vous aviez, mais je souhaite, vous aviez déployé un bus aujourd'hui. C'était un minibus qui était destiné à sensibiliser les militants et les FDS sur l'axe, sur la route itinéraire. Pour dire que demain, nous avec les haut-parleurs. Avec les haut-parleurs. Ils les arrêtent et les mettent en détention. C'est les forces de l'ordre qui ont arrêté ce bus. Tout de suite. Du côté de... C'est dans la zone de Koza, je crois. De Koza. Oui. Alors que c'était des bons messages que... Des bons messages citoyens envers les FDS et envers nos militants pour dire que c'est la paix. Nous marcherons demain, pas de pierre, pas de jet, dans la discipline. Et vous aussi, nous vous invitons, vous FDS, à nous encadrer sans problème. Donc on est contre tel message. Quiconque contre tel message est contre la paix dans le pays. Voilà ce que nous disons comme leçon. Donc, alors, vous avez observé que votre ville morte a réussi par endroit aujourd'hui. Oui. Demain, vous allez marcher, mais de Koza à Wanindara. Moi, la question que je me pose, pourquoi le renversement du sens? Parce que traditionnellement, depuis tout le temps que vous avez marché, c'est soit Koza, stade du 28 septembre, c'est soit Koza, Palais du Peuple, Koza, Kaloum Centre, autoroute Taneri, ainsi de suite. Mais vous avez changé tout d'un coup Koza, Wanindara. Pourquoi? Pas tout d'un coup, ça a été discuté par le président de la République. Il y a eu une réunion de tous les partis d'opposition. Au quartier général du FDG la semaine dernière, et ça a été décidé.
C'est une décision pour montrer que nous sommes solidaires de Wanindara. Wanindara qui a parlé de sauvagement deux de ses fils, de manière atroce. On a enterré un le vendredi passé. Et après quoi, qui a également subi des exactions extraordinaires, insupportables dans un pays. Dans un pays où des FDS... Ce que vous avez appelé des exactions punitives, je sais pas, ils ont dit punitives, qu'il faut punir les Wanindara, comment on appelle, de la mort du policier, qui est mort accidentellement dans les eaux-fourrées, n'est-ce pas? Il y a 101 déjà morts, mais on punit pour un qui est mort et on saccage tout un quartier. Nous venons porter appui à Wanindara, nous sommes avec eux, ce sont des militants de l'opposition, même des citoyens ordinaires, qui ne sont pas de l'opposition forcément, mais nous ne sommes pas contents de cette façon de faire. Nous ne sommes pas d'accord que nos forces de sécurité soient celles qui attaquent les populations. Donc, Koza Wanindara, c'est un itinéraire nouveau, une stratégie nouvelle de manifestation. C'est un itinéraire nouveau à l'égard de Wanindara, pour dire qu'on est solidaire avec eux. Mais même... ceux qui ont subi, nous compensons avec eux. Et on a appris aussi que vous allez procéder à une sorte de sensibilisation de la masse militante. C'est ça. C'est quoi on a commencé ce matin, justement. D'accord. En leur disant quoi La paix. Ouais. Nous, on est républicains, nous manifestons dans la paix et nous pouvons le faire. Nous l'avons montré déjà le jeudi passé, il y a moins d'une semaine. Quand on a commencé le COSA à la pharmacie, n'est-ce pas? Des centaines de milliers de jeunes, de femmes et de cadres du parti qui étaient en tête. Aucune égratignure sur un citoyen. C'est nous qui avons stoppé la marche à la pharmacie parce que devant, il y avait une armada prête à massacrer. Et quand vous avez décidé d'arrêter, vos militants vous auraient hué en disant que vous Certains aviez militants, peur, que vous êtes des opposants qui peureux. Alors c'est inquiétant quand c'est des militants qui ont l'impression de vous dicter la marche à suivre. Non. Quand on a décidé d'arrêter, voyant ce qui était en face, le danger qui était en face, nous ne voulons pas qu'on continue à massacrer nos jeunes ou nos militants. Nous avons dit arrêtons là et rentrez chez nous, rentrez chez vous. Nous on est allé après au quartier général du parti. C'était pour sauver des vies. Sauver des vies, éviter des blessés, des échauffourés. Voyez-vous? Malgré cela, après que nous ayons quitté, les FDS ont blessé deux citoyens. Donc, deux cas de blessés par balle. Par balle. Pourquoi? On dirait qu'ils ont une obligation de résultat chaque fois qu'il y a marche. Pour dire nous avons pu réussir à tuer tel nombre ou blesser tel nombre. Sinon, ce jour-là, qu'un danger. Nous, on a évité le danger et on a fait rentrer les militants. Bien. Donc, ce n'est pas des militants qui ont hué, c'est une ou deux personnes. L'une d'elles, je l'ai approchée pour dire écoute, tais-toi, il faut suivre le parti. Bien. Les chefs ont décidé, il faut respecter. Pourquoi? Tu comprendras après. Mais ils sont venus après les jeunes sont venus. Les jeunes sont venus, nous venons au nord du parti. Écoutez, ce qui s'est passé à la pharmacie, nous n'approuvons pas. C'est une ou deux brebis galeuses qui l'ont fait. Nous ne sommes pas avec eux. Nous avons remis sur la démarche et on a expliqué notre démarche. Voilà. Ils ont compris. Et donc dans la deuxième partie, tout à l'heure, on va parler de deux sujets, notamment toujours dans le registre politique de la suite de l'installation des élus locaux, votre parti qui a gagné à Dixine et les tendances à venir dans la commune de Matoto et Ratoma. Puis vous ferez votre analyse de la situation économique actuelle du pays. Juste dans la deuxième partie, nous serons encore là avec notre invité du jour. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours à mes côtés sur ce plateau. Comme vous le constatez, M. Chérif Ba, il est vice-président de l'UFDG, chargé aux affaires extérieures et communication. Alors maintenant, on va parler du processus d'installation des élus locaux qui continue.
malgré les manifestations que vous êtes en train de faire, dont l'objet était de demander à Bourema Condé d'arrêter le processus et d'y mettre de l'ordre. Mais malgré que vous manifestez et que lui ne l'a pas arrêté, mais vous prenez tout de même part aussi au processus d'installation. C'est un peu le flou dans cette affaire. Comment vous expliquez cela? Non, ce n'est pas du tout flou. Parce que nous avons compris dès le départ que ce régime veut saboter l'installation des conseils communaux. En fait, toutes les élections l'ont saboté. Alors, si on laisse faire, on fait la chaise vide, on boycotte, mais le RPG va installer partout des délégations spéciales, comme ils l'ont fait dans le passé avant qu'il y ait les élections. Rappelez-vous, ils ont mis 8 ans avant de décider de faire les élections communales. On a revendiqué pour cela aussi. Parce que ce n'est pas normal qu'on continue à être géré par des gens nommés par le pouvoir au niveau à la base. Donc nous participons parce que nous ne boycottons pas. Et d'autres disent que... Et parce que nous sommes sûrs qu'on gagne. Vous auriez dû vous retirer du processus, continuer à protester le processus jusqu'à ce qu'on l'arrête, qu'on l'ordonne, au lieu de, en même temps, marcher, mais en même temps, vous êtes en train de prendre part là, au processus d'installation. La marche n'est pas ça. D'abord, nous marchons pour exiger l'installation des conseils communaux parce que nous sommes républicains et démocrates. Est-ce qu'on sait que nous gagnons? Nous ne sommes pas un petit parti qui n'a qu'un ou deux conseils, qui peut perdre un ou deux conseils. Nous, on a des centaines de gens qui ont travaillé. On a des millions de militants qui ont travaillé pour élire des conseillers. Nous ne pouvons pas faire perdre leur effort. C'est pour ça que nous participons. Et nous savons également que dans un régime aussi antidémocratique, n'est-ce pas, si vous boycottez, laissez libre cours au dictateur pour faire ce qu'il veut. Il s'en prend en sa main, il s'en embarrasse pas. Il ne s'embarrasse pas de loi ou de règlement, il fait ce qu'il veut. Donc nous participons parce que nous savons que nous allons gagner. Et c'est pour ça d'ailleurs que, sachant que nous allions gagner Matoto et Dixine, ils ont freiné, ils ont stoppé les élections le samedi passé. Moi, c'est vendredi nuit. Moi, je suis conseiller élu à Ratoma. J'étais prêt à me reposer très bien et aller au vote le samedi matin. Pour Ratoma. À Ratoma. C'est la vie qu'on nous appelle pour dire, c'est reporté. Pourquoi? Ah, on ne connaît pas. C'est toujours ça. C'est quand ils ont fini de négocier, de corrompre, d'effrayer, de promettre, d'intimider, ils croient que ça marche. En ce moment, ils disent allons au vote. On peut en gagner. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parlons de l'étape d'abord de l'étape de Dixine et de Matam, parce que vous aviez des, je veux dire, des candidats qui étaient sûrs de leur victoire dans ces deux communes. D'abord Matam, on a vu que c'est l'UFR qui passe finalement, alors que Soria était très très sûr d'être élu à Matam. Qu'est-ce qui a expliqué votre échec du côté de Matam avant qu'on ne parle de votre réussite et de votre victoire à Dixine? Quand on a vu à Matam que le jeu était fait, tout est fait pour notre dos, on a dit bon, on le laisse, ils n'ont qu'à gérer Matam. Occupons-nous d'autres choses. Donc vos démarches d'alliance n'ont pas réussi à Matam? Non, on n'a même pas voulu continuer avec ces gens. On a dit bon écoutez, faites vos élections comme d'habitude, mais nous on va viser autre chose. Et Dixine on a gagné. Donc on s'apprête. Et Dixine, comment ça s'est passé? Dixine, nous félicitons notre allié UDG de l'Armada de Silla et de Dembo Silla d'avoir respecté l'accord dans tout son contenu. L'UDG a un accord avec le UDFDG. Ils l'ont respecté et le maire Samba Diallo a été élu à Dixine, conformément à l'accord. Pourtant, Alpha est allé la veille chez Silla, et le lendemain, Abakar Souma disait qu'il était sûr d'être élu, mais vous êtes quand même passé. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Je ne sais pas, le miracle. Mais je sais. Ouais, c'est vrai que là, Silla, c'est un de nos frères que nous connaissons. Nous souhaitons une meilleure santé. Il est maintenant, c'est très bon, sa santé est recouvrée. Mais ce n'est pas après 4-5 mois de maladie qu'on va voir quelqu'un la veille de l'élection pour dire meilleure santé. Il y a longtemps qu'il était Alpha Condé. Mais ils disent que ça n'avait rien à voir avec les élections. Le président n'a pas fait mention. D'ailleurs, Honorable Damaro était là hier à votre place. Il a dit la même chose. Mais vous pensez que c'était pour venir détourner Silla de votre alliance? C'est pour faire pression sur Silla. Et nous sommes heureux que l'honorable Amadou Silla ait refusé de réunir sa signature. Sa signature, il l'a respectée. Bien. Et nous, c'est un grand homme. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus fâché après Mamadou Silla à Kindia? Kindia, c'est pas lui. À Kindia, c'est le, le candidat de l'UDG qui est maire à Kindia. À Kindia, c'est une manipulation de RPG qui a refusé d'appliquer l'accord qu'il a avec nous. Écoutez, il y a un accord entre... Peut-être qu'ils ont profité de votre malentendu, vous et votre allié. Quel malentendu? Il n'y a pas de malentendu.
Ceux qui ont joué sur le mot. Le parti UDG de Silla Patronat, sachant que votre candidat a eu la majorité des voix et que c'est vous qui avez réclamé par des manifestations qu'on vous donne Kindia, le RPG l'a fait. Vous avez signé ça avec le RPG et que leur candidat se présente face à Abdoulaye Ba, est-ce que le RPG a quelque chose à voir dans cela? Le RPG a joué le jeu pour gâcher Kindia, nous voler Kindia. Le jeu avec Mamadou Silla. Il a joué un jeu de confusion. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que on a dit opposition à Kindia. UDG opposition et que donc UDG est candidat. Ouais. Non. C'est que l'accord dit ceci. Quand on a signé l'accord, j'étais présent jusqu'à 22h ce jour-là, 8. L'opposition à Kindia, le seul parti qui a réclamé, c'est l'UFDG. Le dossier Kindia, le seul qui a réclamé, c'est l'UFDG. Donc l'accord concerne l'UFDG à Kindia et non un autre. C'est comme tu dis à Guéassou. À Guéassou, celui qui est concerné, c'est le BL, Bloc libéral et non l'UFDG. À Malanta, ainsi de suite. Bien. Je m'en appelle, c'est la même chose. Ils ont joué sur le jeu opposition pour inciter à la confusion. Donc ce monsieur qui a Kindia n'est pas de l'UDG. Vous le reconnaissez pas? Non, non, pour nous non. Pour nous c'est le RPG qui l'a mis sur les rails. Et donc vous n'êtes pas fâché après à Mamadou Silla à Kindia parce que... non, pas contre le RPG. Pourquoi on n'a pas d'accord, ça sera refait. Parce que à écouter par exemple Makanera qui était là aussi le lundi qui disait non, mais on traite quelqu'un du diable à Kindia et puis à Dixine c'est lui l'ange, ainsi de suite. C'est comme si vous avez une démarche. C'est pas la même chose, pas la même chose. À Kindia c'est le RPG. Bien. Vraiment. Et donc aujourd'hui vous avez donc eu Dixine et donc Kaloum c'est évidemment Aminata Touré. Est-ce que vous êtes allié vous êtes allié avec elle ou non, pas du tout? Non, pas du tout. Donc pas du tout. Il reste maintenant Matoto et Ratoma. Que nous allons gagner. Les deux? Les deux. Vous êtes sûr? Bien sûr. Et comment vous allez gagner Matoto? Le report du samedi. Étant donné que Matoto c'est la bastion du RPG, comment vous allez gagner ça, Matoto? c'était dans le passé ça. Ah bon? Ça c'est révolu. Donc la tendance à Matoto c'est UFDG. est favorable à... Totalement. l'UFDG. Vous allez voir. Vous allez voir. Avec le candidat... Si vous voyez qu'ils ont peur de faire les élections, c'est qu'ils sont sûrs que nous gagnons. C'est encore là. Ils vont tout manipuler, ils vont faire tout, mais le jour du vote, ce sera encore l'FDG. Le report du samedi, M. Diallo, est dû à ça. Ok. C'est parce qu'ils ont senti qu'en votant samedi, tous les partis vont s'allier à l'FDG pour éliminer l'RPG. Ils ont stoppé. Tous les partis, y compris l'UFR, y compris les indépendants. Oui, tout le monde était avec l'FDG. Ils ont eu peur, ils ont dit stopper Ratoma, jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes sûr qu'il y a des manœuvres en ce moment-là? Ils continuent à manœuvrer. Nous avons appris qu'il y a un endroit à Matoto où tous les jours, les dignitaires du pouvoir et du parti et du gouvernement se retrouvent pour, je sais pas moi, faire des entretiens ou des pressions ou des choses. Et en ce qui concerne Ratoma, il n'y a rien à dire? Non, ça c'est acquis déjà. Ça c'est acquis. Voyez-vous, nous avons confiance aux conseillers élus par le peuple de Guinée. À un moment donné, le conseiller peut se dire, il se dit d'ailleurs, écoutez, pourquoi un tel marchandage envers moi? Pourquoi? J'ai été élu par les citoyens de ce quartier ici, pour les servir dans tel domaine, dans tel programme de gouvernement, programme de gouvernance que nous avons dans le parti. Pourquoi je vais céder en faveur de quelqu'un d'autre? Mais je ne le ferai pas. Non, mais oui, sur ce plan-là, vous ne pouvez pas faire de reproche au RPG parce que l'UFDG aussi copte des conseillers des autres. Parce que Makanera s'est plaint de vous pour avoir coopté son conseiller à Boké sans lui en avoir parlé. Et vous avez le jeune Kourouma de RRD qui vous accuse, en même temps qu'il accuse le RPG, d'acheter les conseillers des petits partis. Est-ce que vous pouvez reprocher cela au RPG? Le conseiller à Boké dont parle Makanera, je le connais personnellement. C'est un de mes anciens étudiants. Quand j'étais allé, je suis parent de Boké, n'est-ce pas, de cause du parti, je suis parent de Bofa et de Boké. Quand j'étais en campagne d'installation des listes pour le conseil, les élections locales, je leur ai rendu visite. Donc, je ne veux pas dire qu'on a coopté quelqu'un en son absence. C'est quelque chose qui s'est entendu avec le président du parti. Nous savons... Non. Est-ce que vous aviez l'accord de Makanera de coopter son conseiller? Oui. Ah, il était d'accord? Il était d'accord. Il n'était pas là, mais il a parlé avec le cadre du parti avant d'être au téléphone. Bon, pourtant, Makanera est actuellement en train de dire qu'il n'était pas au courant. Il a donné son accord. Qu'il n'a pas donné son accord. Nous sommes certains de donner son accord. Et les autres partis, l'UFDG n'achète pas de conseillers, ne coopte pas? Je vous ai dit que les conseillers élus choisissent la meilleure solution pour nous, pour que ce pays s'en sorte. Bien. Si les gens viennent vers l'UFDG, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, on ne gère pas le budget de l'État. On n'a pas de milliards à distribuer comme le RPG le fait. Bien. Donc les gens viennent envers nous pour les aider le programme.
Ils savent ce qui arrive, ce qui va arriver en 2020, la tenace. Ils veulent que ce pays s'en sorte. Bien. Et donc, on verra qu'est-ce qui va arriver en ce qui concerne ces deux autres communes qui restera Toma, Matoto. Et vous dites que vous êtes très sûr aujourd'hui que vous la remporterez. À cette occasion, nous reviendrons là-dessus pour en parler. Et on va finir cette émission sur le sujet économique parce que vous êtes familier à ce domaine. Pour avoir été ancien gouverneur de la Banque centrale et connaître le couloir de l'économie du pays. Aujourd'hui, 8 ans après, quand vous êtes loin de l'administration, vous observez les régies, vous observez le mécanisme de notre économie. Qu'est-ce que vous dites de la gouvernance économique aujourd'hui sous Alpha Condé? C'est un pays sinistré économiquement. Un pays sinistré économiquement. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi n'arrivons pas à bouger. Quand on parle d'un pays émergent, l'émergence, mais ce n'est pas possible. Un pays émergent avec une croissance de 5%, 4%, 6% même, non. Pour qu'un pays soit émergent, il faut une croissance à 2 chiffres pendant longtemps, au moins 5 ans. Et que tous les indicateurs soient à la hausse et qu'il y ait une bonne gouvernance économique et financière. Une bonne gouvernance politique d'abord, qui est surtout, et une économique et financière plus tard. Le budget 2019 qui est soumis à l'Assemblée, on nous dit que la pression fiscale est de 13%. La pression fiscale est de 13%. C'est-à-dire que sur 100 francs, le richesse produite en Guinée de PIB, on n'a que 13 francs que l'État accorde pour sa taxe pour fonctionner. C'est honteux, un pays qui veut émerger ne peut pas avoir une pression fiscale de 13%, n'est-ce pas? Alors que les pays voisins, Sénégal, même la Sierra Leone, le Libéria, un pays en guerre comme le Mali, sont dans les 20%. Les 20% de pression fiscale moyenne sur l'année. C'est une honte. Ceci veut dire, puisque la pression fiscale est faible, surtout, si vous voulez, c'est un montant qui agresse beaucoup de choses. Ça veut dire que ça dénote la corruption, les exonérations, le manque de fiscalité adéquate. C'est-à-dire que tout le système qui est mis en place pour récolter des fonds, que l'État fonctionne, est dévoyé, est faible. Exonération. Et là, ça voudra dire, par exemple, l'exonération, que, par exemple, là, je veux me rassurer que c'est une lecture objective d'un économiste et non politicienne de l'économie. On parle de l'économie, là, vous allez dire. On a fait la politique, là, on a l'économie. C'est extrêmement grave. Quand j'ai entendu, ça c'est de la bouche du ministre du Budget. C'est honteux de dire un chose comme ça. Bon, écoutez, emploi. Le meilleur indicateur, M. Diallo. Ici, vous parlez un peu aussi de la gestion de la Banque centrale aujourd'hui, depuis ces 8 ans, la gouvernance de cette Banque centrale et la question de la gestion de la dette intérieure. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des... Vous avez raison. Et là, ce n'est pas la BCRG, la dette intérieure, c'est le gouvernement. C'est le ministère des Finances qui s'occupe de ça. Nous constatons que, bon an, mal an, les fluctuations sur la monnaie sont quelque peu, même erratiques, mais pas très fortes. Du fait du concours qu'on a reçu du Fonds monétaire, n'est-ce pas? Il y a eu un montant à un moment donné de 700 millions de dollars encaissés sur le Rio Tinto, on a dit l'accord transactionnel. On ne sait pas à quoi cet argent. Est-ce qu'il a servi à renflouer la caisse de la Banque centrale pour maintenir sur le marché d'échange? On ne sait pas. Mais la dette intérieure est un élément important, vous l'avez dit. Donc si la pression fiscale est aussi faible, 13%, il manque de ressources pour payer les dépenses de l'État. Or l'État doit à ces privés-là, donc il tue les PME locales, créatrices d'emplois, il tue les emplois. Et raison pour laquelle vous voyez nos jeunes... à Damaro hier, parce qu'il est économiste aussi, il a même été directeur de la dette selon ce qu'il a dit hier. Donc, j'ai vu lors du conseil des ministres passé que le président instruisait aux ministres, à certains ministres de rapidement régler les questions de dette à l'endroit des institutions internationales. Et j'ai dit pourquoi donc pas prioriser la dette intérieure. Il a dit non, si vous ne payez pas ces dettes-là à l'extérieur, comment vous pourrez payer les dettes à l'intérieur, étant donné que ce sont ceux-là qui, à des moments, qui vous aident. Ce n'est pas lié du tout, c'est pas lié, M. Damaro, c'est pas lié. Les contributions aux organisations internationales là-bas ne sont pas liées au budget de l'État qui paye la dette intérieure. C'est-à-dire qu'ils ne génèrent pas assez de fonds. Puisque la pression fiscale est faible, justement, il n'y a pas assez d'argent généré pour payer les entrepreneurs locaux. Donc l'emploi est tué. Voilà pourquoi tous nos jeunes, vous les voyez dans la rue, dans les cafés, ils n'ont pas d'emploi. Prenez Boké par exemple. Boké, zone minière, zone économique spéciale, non, zone économique spéciale, par décret. Zone économique spéciale. Spéciale. Il n'y a pas de cité, il n'y a pas d'eau pour les habitants eux-mêmes. Pendant que leur environnement est dégradé par les camions qui circulent. Je suis parrain de Boké, je te vous l'ai dit.
J'ai parcouru toute la zone en décembre passé, janvier passé. C'est comme même, si vous voulez, c'est comme, j'ai oublié le mot, c'est comme médiatique, c'est comme une sorte de fait. Vous voyez dans les montagnes, la lumière, comme des cités. Mais en fait, c'est quoi? Ce sont des excavateurs qui sont là en train de pomper, de créer d'autres bauxite, transportés par camion sur des routes boueuses ou poussiéreuses selon la saison, avec l'environnement détruit. On transporte la terre sans résultat pour nous et les jeunes sont là sans emploi. Les jeunes de Bouquet sans emploi. Et d'ailleurs, quand il y a des emplois, on emporte des travailleurs d'autres régions. Ils ont protesté contre ça. Yeah. Donc, le vrai dire, notre président l'a dit, Sir Diallo, il dit écoutez, on peut faire au moins 2 usines d'aluminium comme Frigia à Bouquet. Employer des centaines de milliers de jeunes, pas seulement des chauffeurs, ou des mécaniciens, ou des vulcanisateurs de pneus. Non. Donc, c'est une zone spéciale sinistrée. Bien. Alors, pour résumer cela, qu'est-ce que vous dites de l'autre côté de certains points que des institutions donnent à la Guinée en termes de performance, doing business, ainsi de suite, le FMI, les missions de FMI, qui donnent des points positifs. Je n'ai pas lu le dernier rapport de doing business. L'année dernière, on montrait, même pas l'année dernière, on montrait des chiffres de doing business qui sont bons, pendant que, côté corruption, ça s'aggravait. Ça, c'est contradictoire. On ne peut pas avoir un chiffre de doing business qui est bon, pendant que la corruption augmente dans le pays. La corruption est déjà un élément qui freine doing business. Voilà pourquoi les emplois ne sont pas créés. Parce qu'une PME qui veut s'installer, on lui demande des choses, conformément à la réglementation, mais encore autre chose sur la table. Il ne peut pas avancer. Donc il n'y a pas de tout de cohérence. Ceux qui ont fait ce rapport-là en disant que la Guinée fait ceci, fait cela, ils n'ont vu que le texte, mais qui ne sont pas appliqués parce que sur le terrain, la réalité est tout autre. Bien. Donc en résumé, c'est une économie sinistrée. Une gouvernance économique regardez nos routes, regardez nos ponts, par la corruption. La corruption. En fait, là je vais parler de la militant du RPG, là je suis côté politique. Ils ne sont pas concernés. C'est un clan qui a pris le pays en otage. Il y a un dossier important qu'on va traiter. Nos économistes sont en travail là-dessus. Qui encaisse la rente minière en Guinée? Qui encaisse la rente minière en Guinée? J'aimerais bien regarder bientôt le chiffre du budget secteur minier, le revenu encaissé. On ne peut pas me dire qu'on a des sociétés minières qui fonctionnent, qui exportent 110 millions de tonnes de bauxite, pendant que le revenu minier n'augmente pas. Où va la rente minière en ce moment-là? C'est une question qui est posée aux citoyens. Monte exponentiellement, des chiffres, mais les chiffres en termes de revenus sont stagnants, augmentent peu. Bien. Où va l'argent? Bien. Où va l'argent? C'est une question importante. On va essayer de la répondre prochainement. Ce n'est qu'un début, surtout le développement de cet aspect économique. On vous invitera prochainement là-dessus. Merci, M. Ba, d'être passé. Merci, M. Diallo. À très bientôt. À bientôt. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. Ce fut un plaisir de vous avoir servi aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.